comment ça va vous? Bon, bah voilà, j'ai plus d'inspi pour l'intro, donc du coup, je fais comme je peux. Hein, donc me jugez pas. Ça va sinon? Moi, ça va super. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread d'horreur. Hein, comme toutes les semaines maintenant, vous l'avez compris. On va se retrouver aujourd'hui pour 3 threads d'horreur. Et oui, hein, comme vous l'appréciez tant, hein, je sais que ce format, c'est celui que vous appréciez particulièrement. Si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Makou. Et sur ma chaîne, je raconte des threads d'horreur, des histoires horribles, incroyables, des true crime, des enquêtes non résolues, etc. Donc si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher vos petits likes pour m'aider. Et bien sûr, tout ça est gratuit et moi, ça m'aide énormément. Sur ce, on se calme. On part maintenant pour ces 3 threads d'horreur. Venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est l'histoire de Manon. Elle se déroule alors qu'elle a environ 16-17 ans et qu'elle traversait une période de sa vie un peu difficile. Actuellement, elle a 21 ans. Elle explique qu'à cette époque, elle fumait pas mal de marijuana. Donc YouTube veulent me démonétiser, quoique c'est peut-être déjà fait, je sais pas, on verra. Et elle explique que la consommation de cette substance l'entraînait à être parano et du coup qu'elle osait pas trop fumer chez elle, etc. Donc elle fumait le soir, pas très loin de chez elle. Pour nous expliquer le contexte, elle nous explique que sa grande sœur est partie en voyage pour ses études, que ses parents, eux, sont partis en vacances et que chez elle, ce jour-là, il n'y a que elle et son frère en plein mois d'octobre, donc la nuit tombe assez tôt. Mais elle explique qu'il faisait pas encore trop froid. Vers 20h, Manon part voir son frère et lui explique donc qu'elle va sortir quelques minutes pour la soirée dans un parc qui est à côté de chez elle, qu'elle connaît par cœur, qui est quand même assez grand et en gros, elle nous explique qu'il faut à peu près 30 minutes pour le traverser. Elle dit qu'elle connaît par cœur ce parc parce que c'est là où elle a grandi, elle y a passé toute son enfance et qu'elle vit aussi dans un quartier très safe, assez riche et pavillonnaire, donc il n'y a aucun crime recensé. Bref, pour elle, c'est la détente totale même de sortir le soir. Donc, elle roule sa petite clope et elle part donc, elle prévient son frère, elle lui dit que si d'ici une demi-heure elle n'est pas revenue, faut qu'il s'inquiète parce que Manon, elle a quand même déjà un mauvais pressentiment de cette soirée-là, elle sait pas trop pourquoi, mais elle a un truc aussi qui l'empêche d'écouter cette petite voix dans sa tête qui lui dit « n'y va pas ». Donc elle y va quand même. Quand je dis que des fois il faut écouter son instinct... Bref, Manon y va quand même et elle décide de s'installer en face d'un terrain de basket qui fait l'angle du parc et juste en face, il y a un parking. Bref, Manon, elle kiffe son moment, elle fume tranquillement et elle appelle un pote à elle pour discuter. Au moment où elle est vers ce stade de basket, elle est environ à 10-15 minutes de chez elle. Elle nous le précise quand même, c'est important pour la suite. Au bout d'un moment, sur le parking, donc juste en face d'elle, il y a une voiture qui se gare et elle explique que donc vers elle, il n'y a pas trop de lumière, donc on la voit pas trop parce qu'elle est dans l'obscurité. Par contre, eux ont les phares de leur voiture et à ce moment-là, elle est un peu dans les vapes. Voilà, elle est en train de fumer, en train de regarder les étoiles, elle est au téléphone. Elle se rend pas trop compte que peut-être que la personne qui vient de se garer ou les personnes qui viennent de se garer l'ont vue. Bref, Manon, elle y prête pas trop attention puisqu'elle se dit qu'en plus, pas loin de ce parking, il y a des habitations, donc c'est pas vraiment choquant. Sauf que le premier problème, c'est que cette voiture reste là pendant bien 5 minutes avec les phares allumés, sans éteindre la voiture et sans que personne n'en sorte. Bref, elle nous répète qu'elle y prête pas trop attention, mais elle se dit que comme elle est au téléphone et qu'elle parle quand même assez fort, peut-être qu'ils l'entendent, même s'ils la voient pas, peut-être qu'ils l'ont déjà entendu, peut-être qu'ils savent qu'elle est là. À un moment où Manon est en train de tirer sur sa clope, elle inhale un peu trop fort et elle se met à tousser, elle a un réflexe vomitif du coup, et c'est à ce moment-là, au même moment, qu'elle entend les portières s'ouvrir, se claquer, les phares s'éteindre et qu'elle entend des hommes courir vers elle. Dans la panique, Manon est à moitié en train de s'étouffer, à moitié en train de vomir, mais elle arrive quand même à se mettre à courir et à rejoindre rapidement la rue qui, elle, est éclairée. Mais par contre, ça reste toujours une rue sans personne. C'est peut-être éclairé, mais il n'y a personne. Et elle nous explique que le problème, c'est que pour rentrer chez elle, il faut qu'elle continue tout droit, mais il faut qu'elle revienne sur ses pas, puisqu'en fait, il faut qu'elle aille sur le parking, là d'où viennent les personnes qui sont en train de lui courir après en fait. Donc il faut qu'elle retraverse le parking pour aller en direction de chez elle. Manon reprend un peu ses esprits, elle se dit que bon, elle est peut-être parano parce qu'elle voit plus les personnes derrière elle ou autour d'elle, donc bref, elle se dit que bon, elle a dû être parano à cause de la fumette, etc. Et même son pote au téléphone lui dit que bon, c'est sûrement rien, etc. Bref, elle se ressaisit et elle commence à se diriger vers ce parking. Sauf que, en marchant, elle regarde un petit peu autour d'elle et elle voit au loin, un peu dans l'obscurité, 4 hommes qui sont en train de la regarder. Manon, elle commence un peu à paniquer, mais elle a un réflexe très intelligent. Elle décide de crier où elle est au téléphone, précisément expliquer au téléphone où elle est, pour dissuader les mecs et leur montrer qu'en fait elle est au téléphone et que les gens savent où elle est, etc. Bref, ça sert à rien de l'attaquer. Et en même temps, d'un seul coup, Manon se met à courir le plus vite possible. Et au moment où elle se met à courir, elle entend des pas qui se mettent eux aussi à courir juste derrière elle. Là, Manon est terrorisée, elle a très
très peur qu'ils réussissent à l'attraper, elle ne sait pas ce qu'ils veulent. En fait, elle sait pas ce qui se passe en fait. Elle les a pas vraiment vus, elle a pas vu leur visage. La voiture est restée 5 minutes en face d'elle. Là, il lui court après au milieu de la nuit, il y a personne. Donc elle court, elle a très peur de se faire attraper. Heureusement pour elle, elle finit par ne plus rien entendre et apparemment, la voiture ne l'a même pas suivie. Elle finit par rentrer chez elle le plus vite possible, totalement essoufflée, et elle explique qu'elle ne sortira plus jamais comme ça de nuit parce qu'elle a eu la frayeur de sa vie. Manon précise quand même qu'elle sait très bien que c'était pas elle, hein, c'était pas à cause de ce qu'elle fumait qu'elle a eu cette réaction-là, elle sait très bien qu'ils l'ont poursuivie, etc. Juste, elle explique qu'elle a été beaucoup plus maître d'elle-même grâce un petit peu à ce qu'elle fumait, parce que ça a baissé son adrénaline peut-être, mais elle sait toujours pas au jour d'aujourd'hui ce qu'il voulait en fait. Mais bon, elle explique que quand tu veux poser une question à quelqu'un, ou tu veux des renseignements, ou tu veux parler à quelqu'un, etc., de 1, tu sors pas à plusieurs, de 2, tu te mets pas à les courir après, en plein milieu de la nuit, dans le noir, etc. Donc on estime qu'il voulait pas des choses très saines, on va dire. Bref, j'ai pas de transition pour passer à la deuxième histoire, donc on passe directement à la deuxième. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Mathieu. Elle se déroule alors qu'il a 13 ans et qu'il était en compagnie d'un ami à lui. Et il explique que cette histoire les a totalement traumatisés tous les deux. À ce moment-là, il est au collège, en 5e, et il explique que donc avec son ami, il rentre chez lui pour dormir chez lui, ce que c'était prévu, mais seulement tous les deux parce que son père, lui, est à une fête du boulot et sa mère, elle, est avec sa grande sœur qui sont chez sa grand-mère. Donc en fait, il n'y a que Mathieu et son pote. Donc ils sont sur le trajet du retour, ils arrivent proche de sa maison et Mathieu commence à sortir ses clés, etc. Il voit son chat et il va pour le caresser, sauf qu'au même moment, son pote, lui met un coup de coude. Mathieu, il regarde son pote et son pote lui montre un homme qui est assis devant la fenêtre de chez Mathieu et qui attend. Au départ, ça inquiète pas du tout Mathieu, puisqu'en fait, il explique que c'est régulier qu'il y ait des personnes qui travaillent pour son père qui viennent chez lui ou qui travaillent même sur place, etc. ou qui viennent chercher des outils, etc. Bref, il se dit que c'est sûrement un collègue à son père. Avant même de poser n'importe quelle question ou quoi, Mathieu dit au mec qu'il s'excuse parce qu'il ne savait pas que quelqu'un devait venir, son père l'en avait pas informé, etc. Donc il va lui ouvrir tout de suite la maison pour pas qu'il perde plus son temps. Mathieu rentre les clés dans sa serrure et au même moment, c'est son pote qui lui tient le bras et qui lui dit vraiment de manière très horrible et très bizarre, en fait il sent vraiment un sérieux dans sa voix, qu'il faut qu'il parte le plus rapidement possible. Là, Mathieu, il sait pas trop quoi faire, il y a toujours les clés dans la porte, mais il sait qu'il peut faire confiance à son pote parce qu'il explique que c'est un peu à l'époque le papa du groupe, celui qui est le plus responsable, et il se dit que s'il lui dit ça, c'est peut-être pas pour rien. Donc Mathieu recule et ils se mettent tous les deux à courir avec son pote, tout en laissant les clés sur la porte. Dans la panique, il a laissé les clés sur la porte. Mathieu et son pote arrivent après avoir couru pas loin de la maison vers un parc. Et son pote regarde un peu autour de lui, etc. pour voir si quelqu'un les a suivis. Et tous les deux sont très essoufflés du sprint qu'ils viennent de faire. Là, le pote de Mathieu donc lui explique qu'il a vu un couteau à côté d'un pot où le mec était assis au moment où il a voulu caresser le chat de Mathieu. À ce moment-là, lui, Mathieu, il relativise, il se dit que peut-être c'est toujours un collègue de son père qui lui a emprunté un couteau pour la fête, puisque je vous rappelle que son père a une fête de boulot, donc si c'est un collègue à lui, peut-être qu'il lui a emprunté un couteau, bref. Je sais pas, Mathieu essaie de relativiser, mais son pote, lui dit vraiment qu'il a un mauvais feeling et qu'il y avait sûrement un problème, qu'ils ont bien fait de s'enfuir. Bref, ils décident quand même d'y retourner pour aller voir si l'homme est toujours là, mais ils se sont débarrassés de leur sac à dos au cas où ils devraient courir pour pas les encombrer. Sauf que quand ils arrivent, il n'y a plus l'homme, mais il n'y a plus ses clés non plus. Sa porte est fermée à clé et du coup ils peuvent pas rentrer chez Mathieu. Et à ce moment-là, Mathieu donc il appelle son père pour lui expliquer la situation. Son père lui répond et il lui explique qu'en fait il y avait aucun collègue qui devait passer chez eux puisque tous ses collègues sont à la fête. Là, Mathieu il se fige, commence à être terrorisé, il se dit mais alors qui est cet homme? Et au moment où il va pour expliquer donc à son pote ce que vient de lui expliquer son père, il entend le bruit d'une vitre qui se brise. Et là, il tourne la tête et il voit la vitre de chez Mathieu, la vitre vers la porte d'entrée, qui vient d'être cassée, et l'homme à cette fenêtre, avec le couteau à la main, qui les regarde avec un sourire terrifiant. Là, Mathieu et son pote se mettent à courir le plus vite possible, et une fois qu'ils sont assez loin, ils rappellent le père de Mathieu. Pendant ce temps, son pote regarde tout autour de lui, mais il n'y a personne. Personne ne les a suivis apparemment. Le père de Mathieu prend la situation très au sérieux, et il décide de venir avec tous ses collègues de boulot et qu'ils seront là d'ici environ 30 minutes. Mathieu, lui, se dit que sûrement que l'homme sera parti et que ses clés auront sûrement disparu parce que c'est sûrement lui qui les a prises, mais son père décide quand même d'y aller et explique à Mathieu de rester à l'écart, pas très loin, et d'appeler la police si jamais il entend que ça tourne mal. Son pote et lui avaient tellement peur, vraiment, qu'ils se sont mis à pleurer, à se tenir la main, tellement ils flippaient. Mathieu donc et son pote se sont rapprochés de la maison pour essayer d'entendre ce qui se passait et ils entendaient des cris de partout qui disaient « Mais il est taré celui-là, lâche ton couteau !» Ils sentaient
que la pression montait et c'est à ce moment-là qu'un des collègues de son père est sorti de la maison et leur a demandé d'appeler la police immédiatement. Évidemment, Mathieu a appelé la police, a essayé d'expliquer avec ses sanglots un peu ce qui se passait et la police leur a dit qu'ils arrivaient immédiatement. Entre le moment où la police est arrivée et le moment de l'appel, rien ne s'est passé puisqu'en fait l'homme est resté debout devant la fenêtre, couteau à la main, sans bouger, sans rien dire et en fait il ne pouvait même pas sortir puisque il y avait tous les collègues donc de son père qui le coinçaient. Mais le plus terrifiant, c'est qu'il restait comme ça, sans rien dire, sans bouger. C'était vraiment, comment dire, une ambiance. Vous voyez, genre le mec vous lui parlez pendant peut-être une demi-heure, le temps que la police arrive, etc. Il bouge pas, il a le couteau à la main, il reste figé et vous, vous savez pas trop quoi faire. Encore, vous avez une réaction d'un mec qui monte un peu en pression, etc. Mais là, il restait très calme et il ne bougeait pas d'un millimètre. Et surtout, il ne disait même pas un mot. Bref, la police a fini par arriver, a demandé à Mathieu et son pote et évidemment aux collègues de son père de partir et qu'ils géraient la situation. Ils ont finalement fini par l'arrêter et il a été identifié. En fait, il avait déjà été arrêté pour plusieurs agressions, viols et pédophilie. Et apparemment, il avait repéré Mathieu et son pote depuis déjà plusieurs semaines. Voilà. Et apparemment, il a avoué à la police qu'il voulait kidnapper Mathieu et son pote. Voilà, donc on peut remercier le pote de Mathieu qui a eu un ultra instinct pour ceux qui ont la ref. Et du coup, c'est peut-être ce qui les a sauvés parce que l'homme était clairement venu pour eux et avait prévu un couteau pour pouvoir les enlever. Et en plus de ça, on sait pas trop pourquoi, mais il s'était enfermé à l'intérieur de la maison. Peut-être qu'il pensait que les garçons étaient rentrés, etc. Mais il s'était enfermé à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de chez eux. Et en fait, il a cassé la vitre dès qu'il les a vus revenir et qu'il les a vus en fait de l'intérieur, il les a vus à l'extérieur. Il a cassé la vitre à ce moment-là pour essayer de les attraper, mais c'est trop tard. Mathieu et son pote ont couru assez vite et lui, il est resté tétanisé. En fait, on sait pas vraiment ce qui s'est passé dans sa tête, mais c'est hyper chelou. Donc Mathieu, remercie ton pote et je suis très content pour vous qu'il vous soit rien arrivé. Je sais toujours pas comment faire une transition pour l'histoire 3, mais c'est pas grave, on y va, on passe à l'histoire numéro 3. La prochaine histoire, c'est l'histoire d'Alex. Au moment de l'histoire, Alex a 15 ans et il explique que ça se passe un jour où il a voulu aller voir sa copine dans une autre ville, qui est assez loin de chez lui évidemment. Donc il part voir sa copine, sauf que le petit problème pour rentrer, c'est que le bus qui passe à côté de chez sa copine, il l'emmène dans un village qui est environ à 1 heure de marche de chez lui. Donc en plus, après avoir pris le bus, il faut qu'il marche encore 1 heure. Alex nous explique en fait qu'il habite au milieu des champs, en fait dans un coin assez paumé, donc il y a beaucoup de champs autour de chez lui, etc. C'est pas bien desservi et c'est pour ça que ce bus est aussi loin de chez lui. Alex nous explique que c'est un gros marcheur, donc marcher longtemps ça le dérange pas, mais le problème c'est que ça le fait rentrer au minimum à 20h. Ça, ça fait quand même assez tard et surtout ça sera de nuit. Bref, Alex décide quand même de prendre le bus parce que ça ira dans tous les cas plus vite et il prend un chemin après être sorti du bus qui coupe à travers les champs pour essayer de gagner un peu de temps pour rentrer chez lui. Bref, Alex nous explique qu'il marche et qu'en fait il profite plutôt bien de ce moment parce qu'il fait bon, etc. C'est le calme parce qu'il est au milieu des champs, etc. Bref, il est vraiment bien dans ce moment, il a une petite bouteille d'eau à la main qui est assez lourde mais il en profite pour boire. Bref, il kiffe son moment, vous voyez, il fait une petite marche tranquille. Il est serein. Évidemment, vous vous doutez que si c'est un thread d'horreur, ça s'arrête pas juste à une marche toute tranquille. Alex nous explique que le trajet se passe bien jusqu'à à peu près au milieu du chemin. Pour nous mettre un petit peu dans le contexte, il explique qu'il y a 0 maison plusieurs kilomètres à la ronde et la seule chose qu'il y a, c'est un peu plus loin, il y a une sorte de nationale, donc avec les voitures qui passent. C'est la seule chose qu'il peut voir d'assez proche de lui. Et il explique que sur son chemin, dans les champs, au bord de son chemin, en fait, il y avait quelques endroits avec des gros tas de végétation et à un moment il arrive vers un tas qui servait un peu de décharge où tous les gens déchargeaient leurs encombrants, etc. Bref, il est sur ce chemin là, il explique donc qu'à la nationale un peu plus loin et que la seule chose qu'il voit c'est des voitures au loin. Et au loin du coup, toujours, il voit une des voitures qui est sur la nationale et qui roule très doucement comme si il cherchait un endroit où s'arrêter. La voiture se rapproche petit à petit donc de Alex et il explique qu'il a vu pas mal de voitures quand même passer sur cette nationale, mais une comme celle-ci c'était assez bizarre, elle était toute cabossée, vraiment crasseuse et il pouvait distinguer même qu'il y avait des sortes de traces de doigts le long de la carrosserie en fait et tellement qu'elle était sale, on voyait les traces de doigts, etc. Bref, il avait un mauvais feeling avec cette voiture. Et il précise en plus que la plaque était même pas lisible sur cette voiture, donc ça lui mettait encore un plus mauvais feeling. Et du coup, il voit cette voiture qui continue et qui s'arrête au bord donc de cette décharge. Là, vous savez, au bord du champ, il y avait donc plusieurs décharges, comme vous disiez, avec des feuillages, mais aussi un endroit où il y avait tous les gens qui jetaient leurs encombrants et la voiture s'arrête précisément à cet endroit-là. Et là, il voit 2 hommes qui sortent de la voiture et qui sortent de l'arrière de la voiture un sac poubelle très gros qu'ils jettent dans cette décharge. Alex nous explique que c'est plutôt une flippette, on va dire, et que du coup, il flippe un peu, il veut pas du tout que les hommes le voient, puisqu'en plus, il est assez angoissé, il a un très
très mauvais feeling. Du coup, il voit des palettes sur sa droite et il décide de se cacher derrière pour pas être vu. Sauf que voilà, mission échouée. Au moment où il a voulu se cacher, les hommes l'ont vu et sont immédiatement remontés dans leur voiture, ont démarré à fond et ont foncé en direction d'Alex. Là, Alex, il a fait semblant de reprendre le chemin comme si de rien n'était, comme s'il essayait pas de se cacher. Et il a continué de marcher normalement, sauf que, bon, dans sa tête, ça commence à tourner un peu et il se dit, déjà, pourquoi ils foncent sur moi? Et de deux, ils m'ont vu que j'essayais de me cacher, donc ils vont trouver ça encore plus bizarre. Quelques secondes plus tard, la voiture arrive à peu près à son niveau et ils tournent la tête, ils voient un peu leur visage, il est terrifié et il dit qu'ils avaient l'air vraiment menaçants. Et en plus, ils essayaient de trouver un endroit où s'arrêter à côté de lui. Alex nous explique qu'il sait que c'était pour lui parce qu'ils arrêtaient pas de le regarder et qu'en plus ils mettaient des petits à-coups avec leur voiture pour essayer de s'arrêter à côté de lui, etc. Alex à ce moment-là, il est terrorisé, il sait pas trop quoi faire, il continue à marcher doucement, etc. Il essaie de rester calme pour pas éveiller les soupçons. Il se dit que de toute façon, s'il se met à courir, la voiture va les rattraper en fait. Sauf que voilà, Alex commence à comprendre que ça devient dangereux et alors qu'il marche, il voit une petite ouverture au milieu des champs et il se met à tracer directement au milieu des champs pour essayer de s'enfuir le plus loin possible. Il s'écarte le plus possible des chemins pour qu'ils ne puissent pas le suivre. Et juste quand il a commencé à fuir, eux ont redémarré la voiture à fond et sont partis direction la nationale, donc où ils avaient jeté le sac. Alex nous explique qu'il se souvient très bien de leur visage parce qu'il était totalement terrifié par leur visage justement et qu'ils avaient l'air totalement drogués, les yeux grands ouverts et tout rouges. Bref, ils étaient vraiment bizarres. Bref, Alex n'a pas arrêté de courir, il s'est éloigné le plus loin possible et il pense que les mecs ont repris la nationale pour essayer de le trouver. Mais Alex a réussi à se cacher quelque part, a appelé son père malgré le manque de réseau, il lui a demandé de venir le chercher. Son père est donc venu quand même le chercher, évidemment. Il a expliqué ce qui s'est passé à son père. Son père lui a dit qu'il était sûrement un peu parano, etc. Et Alex nous explique qu'il a jamais eu le courage d'aller voir qui avait été jeté dans cette décharge là, dans ce sac, et qu'il a en plus de ça jamais appelé la police ou jamais prévenu les autorités parce qu'il s'est toujours dit qu'il était un petit peu parano comme le disait son père. Je sais pas, peut-être que tu aurais dû prévenir la police, je sais pas. Tu as peut-être été parano en effet, mais en même temps, pourquoi les mecs viendraient à côté de toi, essaieraient de s'arrêter à côté de toi et te regarderaient avec un air menaçant, etc. Qui va jeter ses poubelles en pleine nuit? Oh, quoique, peut-être ils ont fait un déménagement, je sais pas, peut-être ils étaient drogués, peut-être qu'il n'y avait absolument rien et qu'ils voulaient juste te parler et te demander du feu. Ou alors jouer aux cartes. Je sais pas, mais ça m'a pas l'air d'être un truc très, comment on dit, très innocent, dirons-nous. Bref, voilà, c'est déjà la fin de ces 3 threads d'horreur. J'espère qu'ils vous ont plu. Moi, j'ai trouvé ces histoires vraiment intéressantes. Pour le coup, 3 histoires vraiment différentes, même si on recommence à la base. La première histoire, c'est toujours une meuf toute seule et suivie par des mecs. Vraiment, mes vidéos pour l'instant n'ont pas la propagande escomptée. C'est-à-dire que les mecs, vous êtes toujours aussi creepy. Je sais pas quoi faire, moi, à un moment. Donnez-moi plus de visibilité. Peut-être que je changerai le monde. Peut-être que je changerai la psychologie des mecs en leur disant arrêtez d'être creepy. Ça ne sert à rien. Vous faites peur à tout le monde. Bon, en même temps, vous me donnez des bonnes histoires. C'est horrible, c'est horrible. Je suis limite en train de souhaiter que ça continue pour avoir plus d'histoires. Non, je suis pas comme ça, Non, on veut avoir des threads d'horreur, mais en même temps, on aimerait bien que les mecs soient moins creepy. Parce que quand je vois les commentaires dans mes vidéos avec toutes les meufs qui ont vécu des trucs similaires, bon. Donc si vous voulez changer le monde et changer la psychologie des hommes, qui est une très bonne raison pour s'abonner et pour liker, partager la vidéo, etc. pour me donner plus de visibilité, pour que plus de gens voient ces vidéos, pour que la propagande continue. Je suis parti dans un délire politique, là, ça s'arrête plus. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas donc, évidemment, de vous abonner, de partager, de liker, de commenter ce que vous voulez. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, nuit, matinée, je sais pas. Ok, ce que vous voulez, où vous en êtes dans votre journée. Si pour vous, vous êtes entre la matinée et le midi, très bien. Si vous êtes entre le midi et l'après-midi, très bien. Cette outro est beaucoup trop long. Allez, bisous la famille.